Allô? Alors, une vidéo pour valider ta lecture sur les mécanismes de compensation. Tu vas avoir besoin dans ton matériel complémentaire des pages 135 à 144. En fait, tu vas avoir sur ce matériel-là, dans ces pages-là, les figures qui sont utilisées dans le PowerPoint. Ça va te permettre de suivre et d'annoter ta validation. Alors, quand on parle de compensation, il faut commencer par se poser la question, quels sont les acides qui existent? Et on parle de deux types d'acides. Alors, la première famille d'acides, c'est les acides volatiles, à savoir le dioxyde de carbone qui est produit par le métabolisme du glucose. Alors, je te rappelle un équilibre qui doit commencer à te sortir par les oreilles. Le dioxyde de carbone en présence d'eau, l'anhydrase carbonique qui va accélérer les choses. On forme l'acide carbonique, on dissocie en ion bicarbonate et en H+. Donc, voici une première source d'acide qu'on dit volatile parce que c'est la respiration qui va contrôler la PCO2, donc la quantité de H+, qui va être produite. On a aussi ce qu'on appelle les acides non volatiles, c'est-à-dire des acides qui ne sont pas éliminés par la respiration. Leurs sources sont la nourriture, par exemple l'acide citrique, l'acide acétique qu'on retrouve dans le vinaigre. Il y a aussi le métabolisme anaérobique du glucose, donc quand on manque d'oxygène, on va produire de l'acide lactique. L'acide lactique n'est pas éliminé par la respiration. Même chose, le métabolisme des acides gras, en certaines conditions, va générer des corps cétoniques qui ont un caractère acide. Et les protéines qui se dégradent peuvent libérer de l'acide phosphorique. On retrouve souvent des phosphates dans les protéines. Donc, une fois qu'elles vont être digérées, on peut se retrouver avec l'acide phosphorique. Aucun de ces acides-là s'élimine par la respiration, donc c'est pour ça qu'on parle d'acide non volatile. Les tampons, alors tu te rappelles c'est quoi un tampon, hein? Un acide faible et sa base conjuguée ou une base conjuguée et son acide faible. Alors dans notre corps, on en a de trois types. Première famille, les tampons protéines-protéinates. Donc les protéines ont des charges latérales qui sont acides ou basiques, donc elles peuvent être plus ou moins ionisées et donc former un système tampon. L'hémoglobine, à cause de beaucoup d'histidine, peut former un système tampon et le tampon phosphate dont on va parler un peu plus tard parce que lui, il est vraiment spécifique au système rénal. Et le tampon bicarbonate que tu connais, n'est-ce pas? C'est celui qui nous permet de calculer le pH sanguin. Alors, ces tampons biologiques-là sont disponibles partout dans le corps, pas nécessairement dans tous les compartiments du corps, mais ils sont présents partout. Ils ont l'avantage de réagir instantanément, c'est-à-dire qu'ils voient passer un petit proton, puis là, ils font comme juste « hop, viens-t'en toi que je te neutralise » ou en tout cas que je te tamponne. Par contre, désavantage, ils ont une capacité limitée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tamponner tout ce qui va passer comme proton. Et donc, là, si on a un excédent d'H+, qui se retrouve dans notre corps, ou un déficit, c'est les mécanismes de compensation qui vont se mettre en place. Alors, premier mécanisme de compensation, c'est la compensation respiratoire, qu'on peut décrire de la façon suivante. Là, je te le décris en texte, en mots, puis ensuite, on va vraiment aller voir les images. Alors, le dioxyde de carbone, contrairement aux ions bicarbonate et aux ions hydronium, H+, lui, il peut diffuser au travers de la barrière hémato-encéphalique. À ce moment-là, il va former de l'acide carbonique en présence d'eau qui va se dissocier en ion bicarbonate et en ion H+. C'est les ions H+, qu'on vient de former, donc ceux qui sont ici, là, qui vont stimuler les centres respiratoires. Et là, si tu stimules ou que tu déprimes tes centres respiratoires, ben, tu viens d'ajuster ta PCO2, d'où le nom compensation respiratoire. Mais regarde, ça agit sur quoi? Ça agit sur la PCO2 uniquement. Si j'y vais avec des images, oh, c'est blanc, hein? OK, alors, j'ai deux compartiments là-dedans. J'ai le compartiment du sang. J'ai ma barrière hémato-encéphalique et j'ai ici le liquide céphalorachidien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, les ions bicarbonate et hydronium ne peuvent pas franchir la barrière hémato-encéphalique. Donc, j'ai représenté ici en disant tes ions bicarbonate, tes ions hydronium, les H+. Si tu regardes là, les petites flèches, ça rebondit, ça ne traverse pas.
la barrière hémato-encéphalique. Par contre, lui, le dioxyde de carbone peut diffuser. Donc, à partir du moment où il a diffusé, il va former les ions H+. C'est une séquence de réactions que tu connais bien. On l'a vu je ne sais pas combien de fois depuis le début de ta formation. Donc, les H+, qui sont formés vont aller, la flèche le représente ici. Là, ça, c'est une représentation très personnelle des centres respiratoires. Donc, que font les H+? On a dans les centres récepteurs des chimiorécepteurs, donc des récepteurs qui sont sensibles au pH, et quand le pH diminue, quand les H+ augmentent, on vient de stimuler nos centres respiratoires. Donc, ta compensation respiratoire, si j'essaie de me résumer. Alors, ta compensation respiratoire modifie le rythme respiratoire, ce qui fait que la seule chose qu'on va pouvoir modifier, c'est la PCO2. C'est un système qui réagit rapidement, moins d'une minute, c'est rapide. Elle a une capacité d'environ 2 fois celle des tampons. Par contre, on ne peut pas éliminer nos acides fixes. Les acides fixes, là, c'est les acides non volatiles, l'acide citrique, l'acide acétique, l'acide phosphorique qu'on a vu en début de présentation. Et surtout, la compensation respiratoire, elle est limitée. Hein. Tu ne peux pas hyperventiler ou hypoventiler infiniment un patient. Il faut quand même qu'il y ait des échanges qui se fassent. Juste un petit exercice là, pour essayer de résumer les choses. Alors, par exemple, hypothèse, la PCO2 augmente. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, la première chose qui va arriver, c'est que la diffusion au travers de la membrane de la barrière hémato-encéphalique va augmenter. On transforme ça en acide carbonique, on dissocie en bicarbonate, et donc, on va avoir les H+ qui vont augmenter. Que font les H+? Ils stimulent le centre respiratoire. Si je stimule mon centre respiratoire, qu'est-ce qui va se passer? Oui, la fréquence respiratoire augmente. Si ma fréquence augmente, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est là. Ensuite, il faut passer à la ventilation. Donc, la ventilation va augmenter. J'augmente ma ventilation. Qu'est-ce qui se passe avec mon CO2? Je l'élimine. Donc, tu vois, j'avais quelque chose qui se passe au début. Et le mécanisme de compensation a fait en sorte que ce qui était à la cause, ce qui était au départ, la modification au départ, elle a été compensée. Je te laisse faire l'exercice contraire. Hein, tu prends 2-3 secondes là, pour réfléchir à ce qui va se passer. Commence par réfléchir à la diffusion, les H+, le centre respiratoire, la fréquence, la ventilation. Et donc, la diffusion diminue, TH+ diminue, les H+ diminuent, on déprime le centre respiratoire. C'est vraiment les termes qu'on va utiliser. Stimuler, déprimer. Je déprime les centres respiratoires, la fréquence diminue, la ventilation diminue. Si la ventilation diminue, qu'est-ce qui se passe avec le dioxyde de carbone? Je l'accumule. Donc, encore une fois, il m'en manquait. Hop, mon mécanisme me permet de compenser. Je te rappelle que la compensation respiratoire est limitée. Donc, deuxième mécanisme de compensation qui existe, la compensation rénale. Alors, la compensation rénale, elle va faire plusieurs choses. D'abord, elle va réguler la concentration des ions bicarbonate. Ça, c'est super important de garder nos bicarbonates. Tu auras remarqué ici, j'ai mes bicarbonates. Ils vont être en compétition avec les chlorures. On doit absolument, c'est impératif, conserver nos ions sodium. Absolument. Troisième chose que fait la compensation rénale, elle élimine les ions H+ en excès. Mais qui dit charge positive, dit qu'on peut avoir une compétition avec les ions potassium. Là, je te rappelle, hein, sodium, potassium, ECG, oui, il y a des liens. Alors, on va procéder de la même façon que pour la compensation respiratoire. On va d'abord commencer par lire un texte que je vais dire, et ensuite, on va y aller avec des images. Donc, comment se fait la compensation rénale? Le dioxyde de carbone qui est dans le sang va diffuser vers les cellules tubulaires.
Dans les cellules tubulaires, il va réagir avec l'eau en présence d'anhydrase carbonique, former l'acide carbonique et se dissocier en ions bicarbonate et en H+. TH+ sont éliminés vers le filtrat. Puis on va réabsorber les ions sodium qui étaient présents dans le filtrat. Tout ça se fait par transport actif. Les ions sodium qui ont été réabsorbés du filtrat et les ions bicarbonate sont ensuite réabsorbés dans le sang. Je te rappelle que c'est ce que veut faire la compensation rénale. Hein? Conserver les bicarbonates, puis conserver le sodium. On veut conserver ces substances-là. En image maintenant. Alors, oui, je te présente un rein d'après moi. Alors, un rein, c'est comme deux barrières. Hein? Le sang, le rein, et puis entre le rein et le filtrat, ce qui va aller vers l'excrétion, ben, on a des membranes. Donc, mon dioxyde de carbone, qui est présent dans le sang, va diffuser vers les cellules tubulaires. Dans les cellules tubulaires, en présence d'anhydrase carbonique, on a la réaction du dioxyde de carbone avec l'eau, on forme l'acide carbonique. Oui, je sais, ça te sort par les oreilles. L'acide se dissocie en ion bicarbonate et en H+. Donc ça, c'est notre première étape. Mes ions bicarbonate, mes H+, mon sodium. Là, je veux éliminer mes H+, et réabsorber mon sodium. Donc, les H+ vont être éliminés vers le filtrat. Je te les ai mis ici dans le filtrat, ce qu'on va avoir à la fin. Et le sodium, lui, va avoir été réabsorbé. Tout ça se fait par transport actif. Donc, au sein de la membrane entre les cellules tubulaires et le filtrat, on a des enzymes spécifiques qui vont vraiment faire en sorte qu'on va échanger les protons pour les sodiums. Dernière étape du processus. Mes bicarbonates et mes sodiums vont être réabsorbés dans le sang. Donc, si je regarde ça globalement, le dioxyde de carbone diffuse du sang vers les cellules tubulaires. En présence d'anhydrase carbonique, il forme l'acide carbonique qui se dissocie en ion bicarbonate et en ion H+. Excuse-moi. Les H+ et les sodiums s'échangent par transport actif. Donc, mes H+ se retrouvent dans le filtrat. Et mes H+ ont été réabsorbés. Dernière étape du processus. Mes ions bicarbonate et mes ions sodium sont réabsorbés et se retrouvent en fin de processus dans le sang. Non, c'est pas la COVID, c'est juste un petit gratouillis. OK, alors, qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on vient de voir si mon dioxyde de carbone augmente? Là, on revient à ton schéma, puis regarde qu'est-ce qui se passe. Quelle est la première étape? C'est la diffusion. Donc, si j'ai plus de CO2, ma diffusion va augmenter. Je suis rendue dans les cellules tubulaires, donc là, on va avoir la réaction avec l'acide. Et là, on va former les H+ et les HCO3. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec nos H+ et nos HCO3- si la diffusion a augmenté? J'en forme plus. J'ai formé plus de H+. Qu'est-ce qui va se passer avec leur excrétion? Leur excrétion va augmenter. Là, je te rappelle, on a un mécanisme qui échange les H+ et les Na+. Donc, je vais avoir une augmentation de la concentration des Na+, de ce qu'on appelle la natrémie. Donc, mes bicarbonates et mes H+ vont être réabsorbés. Et donc, au bout du compte, mes bicarbonates vont avoir augmenté dans le sang. Alors là, regarde bien qu'est-ce qui se passe au début. Ma CO2 augmente. Qu'est-ce qui se passe à la fin avec mes bicarbonates? Ils ont augmenté. C'est ça les mécanismes de compensation. Quelque chose varie, l'autre paramètre va varier dans la même direction.
On a dit qu'un des rôles de la compensation, c'était de réabsorber les ions bicarbonate. Je sais pas si tu l'as vu en biologie, là, mais les reins, qu'est-ce que ça fait? C'est fondamentalement, au départ, quand on rentre dans le néphron, tout sort. Et là, au fur et à mesure qu'on chemine dans les différentes sections du néphron, on va réabsorber des substances. Donc, au départ, les bicarbonates sont dans ton filtrat. Les bicarbonates sont dans le filtrat, puis on veut absolument les garder. Donc, il faut les faire revenir dans le sang. Or, le passage des cellules tubulaires, donc ça c'est ton filtrat, vers le sang, il ne se fait pas directement. Par contre, dans ton filtrat, on a de l'anhydrase carbonique. Donc, les bicarbonates vont réagir avec les ions H+. On va former du H2CO3, qui lui va se décomposer en dioxyde de carbone et en eau. Et ton dioxyde de carbone, lui, il peut diffuser au travers de n'importe quelle membrane. Donc, il va passer au travers de la membrane. On va se retrouver à l'intérieur du rein, où là, le processus de combinaison avec l'eau et l'anhydrase carbonique et la dissociation va se reproduire. Finalement, tes ions bicarbonate vont être réabsorbés, toujours avec un sodium. C'est bon? On va passer aux images, tu vas peut-être trouver ça plus clair. Tes ions bicarbonate ont d'abord et avant tout été dans le filtrat. Il faut les réabsorber. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On les fait réagir avec H+. Et là, on va avoir l'acide carbonique. Ton acide carbonique, en présence d'anhydrase carbonique, va redonner le dioxyde de carbone. Ton dioxyde de carbone diffuse. On est d'accord? Il passe au travers de n'importe quelle membrane. Donc, on est passé du filtrat vers les cellules tubulaires. Dans les cellules tubulaires, ton dioxyde de carbone, en présence d'anhydrase carbonique, va reformer l'acide carbonique qui, aussi, se dissocie en ion bicarbonate et en H+. On ne le veut pas, le H+. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, transport actif, on sort un H+, pour prendre le sodium. Encore une fois, ton transport actif. Et je te rappelle, encore une fois, on veut garder les sodiums. Donc là, je viens de faire passer du filtrat les HCO3- et les Na+. Qu'est-ce qui va se passer comme dernière étape? Et oui, réabsorption pour les faire passer dans le sang. Si je récapitule tout ça, au départ, j'ai les bicarbonates et les H+. On forme l'acide carbonique. En présence d'anhydrase carbonique, on dissocie et le CO2 ainsi formé va diffuser. Right. On continue. J'ai de l'anhydrase carbonique aussi à l'intérieur des cellules tubulaires, donc je vais reformer mes bicarbonates. Fait que là, si tu regardes, j'avais un bicarbonate que j'ai déguisé en dioxyde de carbone. Mon dioxyde de carbone va reformer le bicarbonate. Donc, mon bicarbonate que j'avais au départ se retrouve à l'intérieur de la cellule tubulaire. Le bicarbonate vient de passer. J'ai pris un H+ pour faire ça. Je le régénère. Et là, par transport actif, hop, on échange le H+ avec le Na+. Ils sont réabsorbés et ils se retrouvent dans le sang. La réabsorption des bicarbonates se fait à plusieurs endroits au niveau du néphron. 90% dans le tubule proximal, 90% dans le tubule distal. Et là, c'est clair que tu as toute une famille de diurétiques qui sont des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique qui peuvent venir jouer sur le processus et donc inhiber la réabsorption des ions bicarbonate. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que là, je vais te parler de chlorémie. Alors, on s'entend, tu vois dans le mot chlorémie, tu vois le mot chlore. Donc, on parle
des ions chlorure. Puis émis, c'est toujours le suffixe qui correspond à concentration molaire volumique dans le sang. Donc, si mes chlorures diminuent, il faut qu'on garde nos charges négatives. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réabsorber des bics. Puis là, je te rappelle, hein, ton pH, c'est les bics. Désolé pour la mauvaise écriture, sur le CO2. Oui, ça, c'est un 2. Si tes bics augmentent, qu'est-ce qui va se passer avec ton pH? Augmente. Donc, tu vas te retrouver en alcalose. Même chose, la chlorémie augmente. Si mes chlorures augmentent, on diminue la réabsorption des bics. Donc, mes bics ici vont baisser. Si mes bics baissent, mon pH diminue. Et donc, je me retrouve en acidose. Fait que ça peut devenir compliqué. Mais ça, tu vas le voir plutôt compliqué en deuxième année qu'en première année. On a dit aussi que le mécanisme de compensation doit permettre de réabsorber les ions sodium. Ça se fait à 65% dans le tubule proximal, à 25% dans l'anse de Henle et à 10% dans le tubule distal. Encore une fois, tes diurétiques peuvent venir fucker le chien là-dedans. Et la réabsorption se fait fondamentalement à 80% sous forme de NaCl et à 20% sous forme de ce qu'on a vu, là, notre mécanisme, les NaH, les sodiums et les ions bicarbonate. Donc, un autre rôle de la compensation rénale, c'est de réabsorber tes ions sodium. Puis là, je te rappelle, hein, on avait une petite membrane, j'avais mes H+ ici, puis mes Na+ de l'autre côté. Puis qu'est-ce qui se passait? Ben, hop, transport actif, on les échangeait. Mettons que je suis en alcalose. Donc, il me manque des H+. Il faut absolument que je réabsorbe mes sodiums. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les H+ qui manquent par du potassium. Donc, si j'ai une alcalose, je peux me retrouver avec une hypo, un manque. Kalium, le symbole, le nom latin du potassium, émis. Donc, je peux me retrouver avec un déficit en ion potassium. Là, rappelle-toi, tu as les pompes sodium, potassium. Hein? ECG. OK, dernier élément. Tamponner les H+. Tout ce qu'on vient de voir comme processus, là, réabsorber les bicarbonates, réabsorber le sodium, ça fait en sorte que j'ai des H+ dans le filtrat. Là, je ne peux pas acidifier le filtrat à ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois les tamponner. Et donc, on se retrouve avec deux systèmes tampons qui sont vraiment spécifiques au système rénal. Donc, le tampon phosphate et le tampon ammoniac. Et tout ça se joue entre ton filtrat, le compartiment le plus à droite, et les cellules tubulaires, le compartiment qui était au milieu. Fait qu'on va regarder chacun de ces tampons. Premier tampon, mon tampon phosphate. Donc, je te rappelle, tout se joue entre le filtrat et la cellule tubulaire. J'ai des H+, je viens de faire mon transport actif. Et donc, je me retrouve avec les H+ dans le filtrat. Les sodiums ont été réabsorbés. Premier tampon, le tampon phosphate. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes H+. J'ai mes H+. Puis ici, j'ai une substance qui est un amphotère. Hein? Elle commence par H et elle porte des charges négatives. En présence d'un acide, elle va agir comment? Elle va agir comme une base. Donc, on va prendre le H+. J'ai rajouté H et j'ai rajouté plus. Donc ici, ça agite
ça agit, excuse-moi, comme une base faible. Donc, que sera ceci? Ce sera son acide conjugué. Je viens de tamponner mes protons. Les deux sont présents. Ils forment un système tampon. L'autre système qui existe, c'est le tampon ammoniaque. Alors, au sein de la membrane, on a des cellules spécialisées qui vont excréter l'ammoniac dans le filtrat. Encore une fois, mon transport actif, j'ai envoyé les protons pour rentrer mon sodium. Donc, je vais me retrouver avec un acide et une base faible. Hein, ça commence par N, ça n'a pas de charge. Donc, ceci est une base faible. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une neutralisation. Ceci est une base faible. Base faible. Là, si tu regardes, j'ai rajouté H et plus. Les deux substances sont présentes en même temps. La base faible et son acide conjugué. J'ai donc un système tampon. Et les deux substances ensemble sont excrétées au travers de l'urine, évidemment. Fait que voilà, ça fait le tour. C'était un peu long, mais c'est très important que tu comprennes bien les deux types de compensation. Puis si j'essaye de résumer en 3 mots, là, ma compensation respiratoire, elle joue sur la PCO2. Elle agit en quelques minutes, elle est limitée. Ma compensation rénale, elle joue sur les bicarbonates. Elle prend de 24 à 48 heures à se mettre en place. Et c'est la compensation qui permet de vraiment rétablir les bicarbonates, le rapport bicarbonate sur PCO2 aux valeurs normales.